Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. Et non, je fais comme si je démarrais une nouvelle émission, mais non, on est en direct sur Radio Campus Lille depuis 22h pour cette émission spéciale du Campus Sport Club. On vient de passer une très bonne heure, a priori, à parler de l'actualité, revenir avec nos chroniques traditionnelles, résultats, news, un petit portrait de Benoît Saint-Denis. On a parlé football avec les Coupes d'Europe. Il est temps maintenant d'aborder cette seconde heure, direction minuit pétante et direction surtout avec Théo et Baptiste qui sont restés en studio avec moi pendant cette coupure musicale. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en tout cas pour t'es mon détendu cas. là, t'es dans ton siège. Là je suis très bien, je suis détendu. Et puis je me dis que là on va avoir une très bonne heure de JO qui se déroule dans pas très longtemps, dans quelques heures même on pourrait dire, mais je préfère dire quelques heures pour que ça passe encore plus vite. Ouais, c'est encore mieux. Mais j'ai vraiment hâte. Je sais pas si toi t'es aussi la même chose. Je suis tout chousse là. C'est vraiment je suis chaud, je suis bouillant. La neige a l'air bonne, donc on est encore meilleur ici. Ça va être super. J'ai trop hâte. C'est beau, ça fait plaisir à j'envoie des métaphores de ski. Voilà, Je me suis fait une fondue hier soir pour me mettre dans le thème. Enfin, c'est vraiment. et puis, j'ose croire, vous êtes un peu aussi heureux d'être avec moi. Enfin, bien sûr. Je veux pas. Mais c'est notre première intention. C'est moi, je suis venu que pour toi. Tu vas faire des jaloux. Alors c'est un peu tu vas faire des envieux et des jaloux. Il y aura de la guerre à Radio Baptiste au début là, il dit là je me sens bien et tout, j'avais presque envie de lui dire ah ouais, on se sent mieux quand il y a pas Loïc. Non mais tu vois, je pense que tu peux tacler tes collègues. Je pense que le CBLM il est mieux sans deux lettres. Ouais. Sans deux lettres qui ne sont pas là. Donc je pense aussi que vous pourriez inviter Théo ou Adrien dans oui, CBLM. Voilà, non mais prochainement. Ça aussi t'essaies de gratter, ça fait 3 mois. Collaboration. Peut-être une nouvelle collaboration. Tout à fait. Bon voilà, vous l'aurez deviné, on va parler tous les trois et avec vous, pour vous, de ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina d'Ampezzo qui démarrent incessamment sous peu. Date officielle, c'est du 6 février au 22 février. Date officieuse, c'est demain, 19h05 exactement. Je te l'ai fait sauter dans les immanquables. Ouais, c'est pas grave, franchement. On va revenir, justement, c'est parce que je me suis dit, on va revenir aussi sur tout ce contenu. Ça fait aussi sympa, les gens, je pense aussi à celles et ceux peut-être qui écouteront en replay ce hors-série. Je vous invite à aller vous faire aussi l'émission de la semaine, la quotidienne, pas du tout la quotidienne, du coup l'hebdomadaire. Ils mélangent tout, vraiment, on est devenu un format tous les soirs, puisque vous pourrez voir à quel point on monte crescendo dans l'émission. Là maintenant on est au taquet. Là, on pourrait aller jusque 3h du matin, que ça aurait le même effet. Voilà, pour parler du coup de ces Jeux Olympiques en Italie, Adrien, il commence à papoter beaucoup. On est sur la 25e édition de ces JO hivernaux. C'est la 3e en Italie qui prend place à Milan-Cortina, donc dans le nord-est de l'Italie, du côté des Alpes, tout simplement. Il faut bien de la neige en cette période. Il faut l'altitude et de la neige. Donc en Italie, c'est quand même connu pour le pays du soleil et de la pizza. Donc sur les bords terrasses, donc faut aller du côté tout en haut. De la Suisse et de l'Autriche et même de la Slovénie. Donc on sera là-haut, c'est les 3e JO italiens. Les premiers, ça avait lieu déjà à Cortina d'Ampezzo, c'était en 1956, et les précédents étaient à Turin en 2006. Donc les Italiens qui aiment bien les années en 6, ils font les anniversaires, les 70 ans de leur premier, les 20 ans de leur deuxième. Et donc cette année, on aura droit à la passe de 3. Oui, j'aime les symboles. Tout à fait. À différence près que la grande nouveauté de ces JO, et c'est peut-être un projet qui va encore plus se confirmer avec les JO 2030 en France, dans les Alpes françaises, on est sur 7 sites éclatés sur ce territoire. Milan-Cortina, ce n'est pas à côté, avec en plus ce milieu rocheux, montagneux, qui vous fait faire des heures de route pour des détours. Je vous invite pas à vous dire, on est à 200 km à vol d'oiseau, on le fait en 2h30 à tout péter sur l'autoroute. De péage et puis tout droit, quoi. Tu mets le petit bip et puis c'est parti. J'ai regardé pour des trajets qui sur le papier valent 1 heure. Vraiment, si tu coupes droit, ça passait 2h45 avec des routes de montagne avec 25 virages. Enfin, tu sortir le sac à vomi dans la voiture. Tu es en montagne. Il n'y a que Milan qui est vraiment le territoire plat. Et le reste, c'est en montagne, c'est dans les Dolomites, c'est la région donc lombarde pour Milan, et le reste, comme je l'ai dit, côté des Alpes transalpines. Avec 7 sites éclatés, ça fait plus de 20 000 km², tout ça, avec Milan qui sera le site principal pour la cérémonie d'ouverture, on va en parler, bien sûr, Baptiste, et les principaux sports de glace.
à savoir le hockey, notamment les épreuves de patinage. On aura aussi Cortina d'Ampezzo, c'est dans le nom, dans les montagnes, dans les Dolomites, avec le ski alpin féminin, le curling, le bobsleigh, la luge ou encore du skeleton. On aura le site de Bormio, qui sera l'autre site du ski alpin, cette fois pour les épreuves masculines, ou encore du ski alpinisme. On aura le site d'Anterselva, Antols, qu'on connaît bien, pour suivre le biathlon. Et comme cette année, ce n'est pas une étape de Coupe du Monde, c'est parce que c'est au calendrier via les Jeux Olympiques. Ça sera donc uniquement le biathlon à Anterselva. Livigno pour le ski freestyle et le saut à ski, qui est vraiment encore plus paumé dans les montagnes. C'est à côté de Bormio, mais à mon avis, c'est quand même des sacrés périples. Ouais. À mon avis, il y a une route. Ouais, mais tu fais des super randos pendant ta quinzaine. T'es spectateur, tu fais des super randos. Là, mais t'as des mollets comme ça. Ouais, t'as des mollets, mais c'est la Tour Eiffel, tes mollets. Et les derniers sites sont Predazzo et Tessero, qui sont côte à côte, qui accueilleront l'un le saut à ski et le combiné nordique, l'autre le ski de fond et le combiné nordique de Své, et on finira avec Vérone qui servira pour la cérémonie de clôture. Voilà, messieurs. À noter que cette cérémonie d'ouverture, t'allais le préciser, Baptiste, elle est un peu particulière. Elle se fait 4 endroits à la fois. Ouais, elle est en simultané à 4 endroits en Italie. Du coup, donc c'est un peu exceptionnel par rapport à ce qu'on voit auparavant. Mais du coup, je pense que ça nous promet des belles surprises pour ce début des JO. Même si ça sera pas vraiment le début, puisque comme tu l'as dit, ça commencera demain à 19h05 par le curling. Curling. Et oui, on en parlera un peu plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Attention, on regarde ça. Je spoil pas. On garde ça pour plus tard. Pour ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina, 16 sports au programme pour poursuivre cette présentation, avec du curling. On parlait donc du bobsleigh, de la luge, le skeleton, épreuve un peu sympa, je vous invite à aller voir des images, le hockey sur glace, qu'on connaît un peu plus aisément, les épreuves de patinage artistique, patinage de vitesse, du short track, aussi. On aura du ski acrobatique, le ski alpin avec les différentes épreuves. On aura le biathlon, le combiné nordique donc, et le saut à ski, le ski de fond, le snowboard et une 16e et nouvelle discipline sportive qui fait son apparition en 2026. C'est le ski alpinisme. Voilà, cette épreuve qui mêle donc c'est du ski avec bâton, mais et oui, du ski et de l'alpinisme, mais c'est des épreuves avec des notions donc de montée très pentues, avec aussi des descentes à manœuvrer, des histoires de pot de phoque. J'ai vu aussi par rapport aux tenues et à la manière d'utiliser aussi certains ustensiles. Ça va être une discipline peut-être aussi intéressante à regarder. Sachant qu'en plus, mais on en parlera après, on a des grosses chances de victoire française, je crois, en ski alpinisme. Mais il y a un côté belle chance, grosse. Je saurais pas confirmer ton grosse. J'en parlerai après. J'ai quelques infos. Qui sait? Belle chance de victoire. Belle chance de victoire. Belle chance de victoire. Voilà pour les nouvelles, la nouvelle discipline sportive. On a des nouvelles épreuves aussi, un peu partout. Donc, en ski alpinisme, il y en aura 3. On a une nouvelle épreuve en luge, une nouvelle épreuve en skeleton, en saut à ski. Et on a aussi les bosses parallèles, hommes et femmes, qui font leur apparition. Là aussi, ça peut compter avec une certaine Perrine Lafont. Dont je parlerai. On a des petits changements ici et là, mais rien de bien notable. Et sur une épreuve en moins, c'est l'épreuve parallèle par équipe mixte, retirée en ski alpin. Le ski alpin est assez bien doté. C'est une épreuve mixte. On parlera peut-être juste après de ce qui concerne l'équilibre homme-femme qui n'est pas au point pour ce qui est des Jeux d'hiver. Voilà, ça nous donne 116 épreuves, donc 16 sports. Et j'avais noté que pour info que non, c'était pas du tout pour ça. Mais non, je regardais. Non, si, parce que je l'évoquais un peu plus tard, mais évoquer que il y a un cas un peu particulier parmi tous ces sports et toutes ces disciplines. En combiné nordique, il n'y aura que des hommes, puisque le CIO a refusé pour ces JO 2026 qu'on introduise pour la première fois les épreuves féminines. Évidemment, ça fait un peu non-sens. Ça fait un peu non-sens, voilà. Je trouve. D'autant que sur la quinzaine, j'ai regardé le calendrier, il y avait de quoi les mettre. Hein. C'est pas une question. Bah oui, il y a la place. Voilà, bon. Voilà. Pour les participants, on retrouvera 91 pays représentés avec de 1 à 232 athlètes. On retrouvera aussi quelques athlètes individuels neutres avec, selon les différentes fédérations internationales, celles de ski, celles de luge, qui ont plus ou moins refusé, toléré, rétabli le retour des Russes et Bélarusses dans leur compétition. Donc, on a encore ce cercle d'athlètes individuels neutres. Ils seront une vingtaine
et sous-entendu donc des Russes, Bélarusses pour la plupart. Et le plus gros contingent, sans grande surprise, c'est les États-Unis avec ses 232 athlètes. On aura 207 athlètes canadiens, 196 athlètes italiens, donc les locaux, 185 allemands, 175 en Suisse, et on arrive ensuite avec nous 161 personnes pour représenter la France. C'est un record. Sachez-le. Et quand tu sais que 160, c'est le record, mais que les Italiens arrivent à presque 200 et Canada et États-Unis à plus de 200, on a encore même de la marge par rapport aux grosses nations. Ça m'a même surpris que les Allemands en aient 185. Je veux dire, l'Allemagne a pas une figure de grande nation. Sport d'hiver, ils arrivent à avoir 20 candidats de plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est la Norvège. Je pensais qu'il y en aurait plus après. Je sais pas si c'est... Après, peut-être qu'ils sont tous forts et il y en a pas beaucoup, mais forts. Ils sont juste tous au biathlon, c'est tout. Ouais. Ils sont peut-être juste tous au biathlon. Ils sont peut-être très concentrés, en tout cas, sur quelques. Dans ce qu'ils font, il y a aussi quelques noms. C'est pour ça que ça m'étonne un peu de pas en voir plus. Mais après. Que veux-tu? Après, c'est comme ça. Je n'ai pas fait les bilans. Non. Bien sûr. Et on en a 161 de notre côté, grâce notamment, ça je l'avais noté, c'est là-dessus que je voulais aussi rebondir, grâce aux équipes françaises de hockey sur glace, puisqu'on était sûr de les retrouver en 2030, on est pays hôte, donc les équipes féminines et masculines étaient qualifiées d'office pour le tableau olympique. Ce n'était pas forcément le cas en 2026, d'autant qu'on courait on courait après une nouvelle qualification depuis les JO 2002. Je crois. Voilà. Donc, ça fait longtemps, là. Et quand on a 25 hommes, 25 femmes pour la faire, grosso modo, tu fais plus 50 au nombre d'athlètes, évidemment que tu peux battre ton record. Là, ça change la donne. Ouais. C'est assez impressionnant. Et notre présence, je l'ai noté, est due aussi à l'absence d'équipes neutres regroupant justement ces athlètes russes, bélarusses. Et le fait que ces équipes-là ne soient plus du programme olympique, contrairement à 2022 où les Russes, Bélarus, il y avait encore des histoires de dopage et il n'y avait pas encore eu cette question d'invasion de l'Ukraine, et depuis, la Russie et la Biélorussie ont été complètement bannies des grandes compétitions sportives. Et ben, en tout cas, nous, grâce à ça, le fait qu'elle n'ait pas pu proposer d'équipe entre athlètes neutres, ça a profité aux Français. Voilà. D'où aussi les petites explications. On fait un petit point calendrier, évidemment, puisque donc la compétition est annoncée du 6 février au 22 février, cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, mais il y a déjà des compétitions. Baptiste, je te propose là, si tu arrives à nous retrouver ta petite note sur les premières épreuves, les pré-épreuves. Ouais, j'ai tout le programme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la première journée, ça commencera par du curling à 19h05, puis jeudi, on reprendra à partir de 10h05 avec du curling. Et après, ça sera le début du hockey féminin avec, je crois, l'entrée en lice. Et oui, c'est ça, l'entrée en lice de l'équipe de France féminine de hockey. Puis on aura le snowboard Big Air avec les qualifs hommes, du patinage le vendredi, en couple ou en individuel. Et puis on aura à 20h la grande cérémonie d'ouverture, comme je l'ai dit, qui sera diffusée sur 4 points, 4 points d'Italie. Donc on va vraiment se régaler sur les 3 premiers jours, même s'il n'y a pas beaucoup encore de Français encore en lice, mais il y aura quelques petites surprises peut-être. Des bons amuse-bouches. Des bons amuse-bouches. Voilà, le hockey par exemple. C'est pour se mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est les premières musiques que tu mets en soirée, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Tu commences à glisser un petit peu avec le curling, on dit bonjour. Le hockey sur glace. T'as un peu de snowboard pour la neige. Voilà. Non, on est bien servi. Et puis dès vendredi 20h, c'est... Ouais, après, ça va être bam, bam, bam. Doucement quand même. Hein. On a un show. Faut enchaîner les 2 semaines. Pour la cérémonie d'ouverture, j'ai vu Maria Carré annoncer. Dua Lipa qui a fait des spots publicitaires, à mon avis, présente, logiquement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu tourné autour de l'opéra. On sait que les Italiens raffolent de ça. Raffolent de ça. Une grosse culture d'opéra. Voilà, un grand pays aussi en termes d'origine d'œuvres d'opéra. Donc ça promet aussi cette cérémonie d'ouverture. Elle va être sympa. Avec par contre éclaté sur 4 sites. Ouais, autant nous on l'a fait sur tout un fleuve. Un morceau de fleuve, parce qu'on heureusement que la Seine, on n'a pas fait toute la Seine, mais là 4 sites qui sont enfin comme je l'ai dit, hein, c'est pas si loin à vol d'oiseau, mais c'est quand même très distant. Bon,
Mais déjà même où les athlètes vont défiler à Milan, ils sont tous à Milan. Par contre, le défilé traditionnel est prévu. Alors ils seront peut-être pas tous à Milan parce qu'il y a des épreuves qui se jouent. Ils pourront pas le 6 au soir. Oui, c'est peut-être les principaux porte-drapeaux et j'imagine la raison première pourquoi ils ont fait sur 4 sites, parce que les athlètes sont déjà ailleurs. C'est comme nous, on a fait un petit lors de la cérémonie des JO de Paris 2024, on a fait un petit détour par Tahiti pour dire on est là aussi, la France c'est aussi là-bas, donc je pense que alors j'ai une précision pour la parade des athlètes, ça sera au stade de San Siro. Mais est-ce qu'ils seront tous là? C'est ça que je voulais. Je suis pas sûr. Je pense pas du coup. Je sais pas. Mais San Siro, qui va servir, qui est pas encore démoli du coup. Tant mieux, ça va être impressionnant. Et puis c'est site mythique quand même du football italien et du sport européen au plus large. Donc ouais, ça va vraiment être intéressant à voir. Je pense beau comme chaque Jeux Olympiques ou d'hiver ou d'été. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le spectacle et on verra. Pour finir sur cette présentation, vous avez compris, on a un peu donné déjà tous les grands tenants et aboutissants, à savoir qu'en France, c'est diffusé à la fois sur France Télévisions, Eurosport. Faudra peut-être zapper de l'un à l'autre selon les disciplines, évidemment. Sachant que France Télévisions, j'imagine, va bien remettre en avant chose qui avait bien marché aussi, notamment avec Roland Garros, la plateforme numérique France TV, puisque si c'est diffusé sur France 2 ou sur France 3, mais qu'il n'y a qu'un seul canal disponible sur votre télévision, si je puis dire, sur la TNT, le site permettra aussi d'avoir tous les petits canaux, et j'imagine tous les différents sports quand ils seront en simultané. De même Eurosport 1, Eurosport 2, mais aussi Eurosport Max avec les canaux Max et la plateforme de streaming pour suivre tout ça à fond si vous êtes abonné. De toute manière, ce qui se passera avant la cérémonie d'ouverture, ça sera majoritairement sur la plateforme France TV, donc n'hésitez pas à aller voir les premières épreuves sur France TV si vous voulez vous faire plaisir. Ou pour les abonnés Eurosport qui aiment aussi. Ou pour les abonnés Eurosport qui va vraiment tout diffuser là. Par contre, il n'y a aucune épreuve qui sera loupée. France, qui est le média numéro 1 sur les Jeux Olympiques tout court, hiver comme été, qui a racheté avec son groupe Warner Bros Discovery qui a acheté les droits jusque 2032. Donc ça va, je peux dire que normalement ils sont censés rentabiliser, mettre l'accent. Ils maîtrisent Eurosport les JO maintenant, parce que même surtout Paris 2024, toutes les épreuves étaient diffusées par Eurosport, c'était super. Mais France Télé s'était bien débrouillé aussi, malgré que ils avaient pas du commentaire de qualité, donc forcément il y a ce petit conflit. Enfin ça, c'est une question de droit, d'argent, et c'est quand même heureux pour nous de pouvoir suivre aussi gratuitement le sport olympique et nos Français quand ils seront là. On finira avec quelques points noirs que j'ai notés. Je ne sais pas si vous en aviez, vous, de votre côté, puisque ces JO, ce n'est pas sans quelques petites polémiques du moment, avec notamment une qui concerne aussi bien le sport que justement la politique et la non-politique, l'immigration, avec la présence annoncée d'une division de l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, la police américaine de l'immigration, qui est là pour escorter à la fois la délégation américaine et contribuer à la sécurité de l'événement. On parle d'une section d'un département qui est professionnalisé à l'international, notamment contre le trafic de drogue ou le terrorisme. Forcément, avec les grosses manifestations qu'il y a eu à leur rencontre après le meurtre de 2 citoyens américains du côté de Minneapolis par des agents de l'ICE, ça a créé un gros vent de colère. Et en Italie aussi, puisque en Europe on est très concerné par ça, et les échos. Victor Wembanyama, le français, il a pris la parole sur ça. Il était horrifié de ce genre d'action, et le maire de Milan, j'ai rajouté, a dit au effort, ils ne sont pas les bienvenus. Ça promet déjà une petite ambiance avec Trump derrière. Sachant qu'en plus il y a la présence de J.D. Vance qui a été annoncé parmi les invités de la cérémonie d'ouverture, donc ça risque d'être sympa. On risque d'avoir un bon conflit géopolitique avant l'ouverture. Oui, je refais un petit clin d'œil donc pour ces JO d'hiver, un petit point aussi, petit point noir, donc ce manque d'égalité homme-femme, chose que nous ont offert les JO 2024. C'est les premiers de l'histoire à avoir proposé autant d'athlètes masculins que féminines sur une même quinzaine olympique. Ça ne sera pas le cas en Italie. On est sur 54 épreuves masculines, 50 féminines. Il y a toujours un différentiel de 200 à 300 athlètes entre hommes et femmes. Et c'est notamment dû, donc j'ai dit, avec par exemple dans une des 16 disciplines sportives, il y en a quand même une qui sera uniquement proposée aux hommes. C'est encore possible en 2026 de mettre complètement de côté les femmes qui, les athlètes du combiné nordique féminin ont protesté lors des courses de fin janvier avec des bâtons levés au-dessus d'elles
fidèle en forme de X pour refuser. Peut-être que vous avez vu passer. Moi, j'ai vu l'image. Ouais. Et maintenant, on remet dans le contexte. C'est lié aussi à ça. C'est fou. Moi, je trouve ça dingue. C'est aussi alarmant. Enfin, voilà. Ouais, surtout quand après Paris 2024, on est dans le progrès, on est dans l'égalitarisme, et puis 2 ans après tu fais ça, bon bah là tu te dis au final. Qu'est-ce qu'on est devenu, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. La promesse n'a pas été tenue. C'est en Italie, justement. 2030, c'est où, messieurs? C'est en France. En France, évidemment, va revenir de la question, donc, de l'égalité. Et par rapport à cette situation-là, avec le conflit avec la fédération, le CIO, donc, par rapport à cette tenue-là d'épreuves déjà ces épreuves féminines en moins et cette question de l'égalité, de tendre vers cette égalité, il y aurait possiblement une sorte d'ultimatum qui soit aussi imposé et glissé d'ici 2030 si il n'est pas possible d'intégrer le combiné nordique féminin, par exemple, et d'essayer d'atteindre ne serait-ce qu'en nombre d'épreuves cette équité. Il se peut que le combiné nordique masculin par défaut saute. Et oui. Si on peut pas être égal, si les femmes ne sont pas là, autant ne pas le faire. Voilà, c'est le message aussi à faire passer. Et d'autant que j'avais noté que l'égalité homme-femme allait être un peu corsée aussi du moment que dans le tableau de hockey sur glace masculin, il y avait 12 nations présentes contre 8 dans le tableau féminin. Donc, comme on parle d'un sport collectif avec comme je l'ai dit, beaucoup de participants, 4 équipes de sport co en moins, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, déjà qu'ils arrivent à établir peut-être autant d'épreuves hommes-femmes, et pour l'équité en nombre d'athlètes exactement, il faudra peut-être trouver des compromis ou faire dans tout le calendrier, ça. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avec cette belle et longue présentation de ces Jeux Olympiques pour vous introduire un petit peu quand même comme ça, les gens sont armés là. Avec le replay ou en direct, je pense que là, ils sont blindés. Vous avez de quoi faire. Ils sont taqués. On va se permettre une petite pause nous en direct ce soir sur Campus Lille. Je vais aussi pouvoir reprendre ma respiration. J'ai cherché des petites musiques en lien avec Milan, l'Italie. Vous avez pu entendre l'Italiano juste avant, en tout début d'émission. Ça m'a fait marrer de tomber là-dessus. Je vous propose une chanson de Soul King. Milano. Mais Milano. Ouais, je cherchais, j'ai un peu travaillé. Et en français, en langue francophone, c'était pas évident. J'ai quand même trouvé Soul King. Je nous le propose. On se retrouve dans quelques minutes justement pour poursuivre sur cette heure dédiée au JO 2026. Voilà, c'était Soul King à l'instant. Il faut que j'appuie correctement sur le bouton aussi. Quel débile je fais, moi. Je m'insulte. Voilà, c'est gratuit. C'est cadeau. Voilà. Vous pouvez. C'est pas grave. C'est l'ambiance. Non, j'allais dire, vous n'avez pas le droit, vous. Donc, c'est pour ça que j'en profite. Et oui. C'était Soul King Milano à l'instant sur Radio Campus Lille dans cette seconde heure du Campus Sport Club spécial qui traite des Jeux Olympiques d'hiver. On vous le rappelle, on va aussi vous le répéter, cette cérémonie d'ouverture prévue vendredi soir, avec des épreuves dès demain jusqu'à ce vendredi pour démarrer tout doucement mais sûrement cette quinzaine olympique hivernale. Messieurs, on va aborder d'autres thématiques. On va faire un tour sur les Français, les stars internationales, le beau panel de ces Jeux olympiques et surtout les épreuves à suivre et peut-être des sports à suivre. Il y en a un qui est toujours particulier, dont on aime bien, qui est source de moquerie, qu'on aime bien comparer à la pétanque pour ce qui est des sports d'été. Le curling, on t'a confié une mission, Théo, c'est de nous donner 3 raisons de s'intéresser, si ce n'est de suivre le curling, et que les gens qui nous écoutent peut-être se trouvent un amour fou, puisque le curling, on l'a dit en plus, Baptiste, c'est dès demain, c'est la première épreuve. Première épreuve. J'avais même pas fait attention. Mais c'est fait exprès. Non, mais le Campus Sport Club est sur tous les coups. Voilà, j'ai reçu une belle mission, c'est vrai, de m'intéresser à des sports que pas tout le monde connaissait, forcément. Je pense que vous y connaissez pas grand chose tous les deux en curling. Non. Nos auditeurs, j'espère que vous connaissez des bases en curling, mais c'est un sport compliqué. Et pourtant, c'est un sport olympique depuis 1998. Le curling tient d'ailleurs ses origines du XVIe siècle. C'est un sport très ancien, c'est un sport écossais, étonnamment. La Fédération internationale de curling est d'ailleurs basée en Écosse. Et pour ce qui est des règles du curling, il n'y a pas plus simple. Faut faire glisser une pierre ronde en granit d'environ 20 kilos au centre d'une cible. Cette cible, on va l'appeler la maison. Jamais tu dis 20 kilos. 20 kilos, c'est trop fort, rien. Comme si c'était facile. Alors, c'est de la glace. Voilà. C'est de la glace, ça glisse bien. Voilà, il y a une adhérence, facile. C'est une pierre lisse. C'est une pierre lisse. Sous la pierre, c'est lisse. Donc, ça permet vraiment une bonne glisse sur la glace. Ça n'a rien à voir avec nos tables Ikea de 20 kilos. Non, ça serait plus compliqué, je pense.
Faire du curling avec des tables, Ça c'est vrai que fait c'est... un mètre. C'est peut-être une discipline à tenter. On n'a jamais essayé sur de la glace. Hein. Je connais personne qui le fait en tout cas. On va aller privatiser une patinoire pour faire des essais, des tests. Voilà. Pardon, Théo, vas-y. Et donc, je disais, donc la piste, justement, sur lesquelles sont placées 2 cibles de bout à l'autre de cette piste, donc mesure 42 mètres de longueur et 5 mètres de large. Et on peut, évidemment, une des spécificités de curling, c'est balayer le chemin de la pierre pour ralentir, accélérer sa vitesse, pour changer sa trajectoire. Donc le curling oppose 2 équipes de 4 joueurs plus un remplaçant. Le premier joueur est le tireur, c'est le lead. Il place les 2 premières pierres donc de son équipe. Le second place lui les 2 suivantes pierres. Allez. Tandis que le troisième, lui, le troubleshooter. C'est le fauteur de trouble. Le fauteur de trouble, il débloque la situation. C'est un peu comme à la pétanque. C'est celui qui va tirer, c'est celui qui va enlever les pierres de l'équipe adverse. Il est également le vice-capitaine. Tu peux aller heurter les pierres parce que les deux équipes jouent sur une même piste. Oui, les 2 équipes jouent contre sur une même piste. C'est un duel territorial. Exactement. Pour le terme beaucoup Chacun plus... son territoire. Chacun son territoire. C'est un peu ça, ouais. Avant donc que le capitaine finisse son travail avec les 2 dernières pierres. Le capitaine d'ailleurs décide de la stratégie de l'équipe, crie les instructions de balayage à ses coéquipiers qu'on peut entendre pendant le curling. On comprend pas grand chose. J'ai regardé beaucoup de curling pour préparer cette émission. On entend des gens gueuler. J'ai rien compris. Pourtant, je sais pas ce qu'ils crient. À part balayer plus vite. Mais voilà. Peut-être des indications sur la force de balayage. Non, mais tu dis donc une personne, elle est droit à la cible. Mm-hmm. Elle envoie sa pierre. Mais les personnes se retrouvent, on va dire, en parallèle de la piste. Oui. Et eux, ils ont moins cette impression de gauche-droite. Ils ont pas la vision de où va la pierre aussi non plus. Ils ont peut-être pas ce gauche-droite. Ouais. Ils sont focus sur la pierre pendant que la pierre avance au final. Donc ils savent pas où va la pierre. Peut-être qu'ils sont, voilà. Et donc pour ce qui est toujours des règles, ils s'affrontent en dimanche. Ils tirent 8 pierres par équipe. Donc on a dit 2 pierres par chacun. Et pour les points, c'est comme à la pétanque. Globalement, on va beaucoup revenir à la pétanque. C'est-à-dire qu'il faut que la pierre de son équipe soit plus proche du centre que la pierre de l'équipe adverse. Et ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'il n'y a pas de match nul. En cas d'égalité, on va faire un extra time, justement pour désigner un vainqueur. Alors, les matchs de curling, ça peut être un peu long, c'est 2h30. Et en France, le curling est un sport peu développé. La discipline, compte 400 pratiquants, soit autant que le biathlon. Cependant, à l'inverse du biathlon, les résultats suivent pas du tout. Avec seulement 3 participations aux Jeux Olympiques pour les hommes, mais une médaille de bronze en 1924. Oula, ça refroidit la clim. Les tout premiers. Les tout premiers à Paris. Et chez les femmes, la situation n'est pas mieux. Pas à Paris, hein, je crois à Chamonix peut-être. Oui. C'était les JO de Paris, mais je pense Chamonix, pas qu'à Paris il y avait beaucoup de neige pour. Je pense pas. Peut-être le dérèglement climatique. Oui. Et chez les femmes, la situation n'est vraiment pas mieux avec seulement 2 participations au jeu et au mieux une 10e place au championnat du monde depuis 1979. Donc, petit conseil pour nos auditeurs, ne comptez pas suivre les équipes de France aux Jeux Olympiques d'hiver parce qu'elles sont juste pas qualifiées. Okay. Mais c'est pas une raison pour ne pas regarder le curling. Allez. Parce que il y a beaucoup de trucs super bien dans le curling. Déjà, c'est comme la pétanque. Et en France, on adore la pétanque. La pétanque en été, c'est estival, c'est les copains. Le curling, c'est pareil. On regarde ça avec des copains. Alors, pratiquer le curling avec des copains, c'est un peu plus compliqué. Mais ça doit être marrant. Mais ça doit être super marrant. Ah, c'est drôle. Et en parlant de trucs marrants, il y a des joueurs très folkloriques dans le curling. Je vais vous parler de Matt Hamilton. Le médaillé d'or des Jeux de Pyeongchang en 2018, c'est un Américain au mulet soyeux, à la moustache de Magnum, aux chaussures arc-en-ciel. J'ai la tête. Tu te souviens ? Il était exceptionnel, avec un embonpoint bien entretenu, un vrai corps d'athlète de curling. Il est devenu la mascotte des Jeux de Pékin et il pourrait encore illuminer la glace de son folklore. Cette année, il est également plein d'autodérision, comme lorsqu'il a annoncé soutenir une association qui lutte contre le côlon irritable, car il en souffre également. C'est très beau. C'est également quelqu'un avec un grand cœur en dehors du curling, car il s'est rasé les cheveux au profit d'une association caritative contre le cancer du cerveau à l'issue des Jeux de Pékin au terme d'une cagnotte en ligne. Et au-delà d'Hamilton, le curling, c'est un sport léger, on a dit, comme en témoignent les pantalons de l'équipe de Norvège aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014, avec des pantalons par exemple remplis de cœurs pour le 14 février, des pantalons très folkloriques, au thème des fois des équipes qu'ils affrontent, comme par exemple ils avaient affronté la Corée, ils avaient mis des pantalons avec des motifs coréens dessus, on peut changer les pantalons, on peut pas forcément changer les maillots, mais les pantalons. Il y a une équipe design, il y a une équipe costume. Ouais, il y a une costumerie, je pense, dans les locaux des curling, c'est exceptionnel. C'est génial. Mais ça n'empêche pas le côté technique. C'est un sport très technique, le curling, où la précision est reine. Chaque coup de balai a son importance, et même la technicité se retrouve dans les chaussures des curlers parce qu'ils n'ont pas de patins à glace. Ils ont des chaussures plates, c'est-à-dire qu'ils ont une chaussure qui est faite pour glisser sur la patinoire,
Ils ont une chaussure antidérapante aussi, donc c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils jouent avec leurs pieds en même temps de jouer avec le balai. C'est quelque chose de très très technique. Évidemment, le lancer de la pierre, on en parle pas. Du coup, quand on se disait avec Baptiste, ça doit être drôle à faire entre copains. C'est surtout juste les premiers pas sur la glace. Déjà, pour ceux qui ont des compétences. Moi, je n'ai jamais fait de niveau 0 patinoire de ma vie. C'est compliqué, moi aussi. Donc, je pense que déjà le temps que je m'adapte à des vrais patins, mais alors en plus avec des chaussures, de savoir que c'est pas des Geox, tu vois, il faut maîtriser. Ouais, c'est compliqué, hein, ça doit être compliqué. En fait, il faut savoir si c'est ça, il y en a une qui a une roulette, donc tu glisses, l'autre qui en a pas, tu freines. En fait, t'as un roller et des crampons, ça va être très bizarre. Ah ouais. En plus, la position, je vois, tu parlais de Matt Hamilton, je regarde un peu la position. Ah, c'est la classe, hein. Faut l'avoir la position. Déjà debout pour moi c'est compliqué, mais là il est sexy, hein. Là c'est si on a un pied en avant. Sexy, je suis pas sûr que c'est le thème, mais mais là je dirais plutôt que c'est quand même athlétique et faut avoir de la souplesse quand même. Parce que je pense que je n'ai pas, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est tout ce qu'on aime. Et quand même, un petit point pour nos amateurs de jeu qui regardent sans trop regarder, c'est un sport facile à digérer, le curling. Voilà, et en plus surtout cette année avec des horaires soit à 10h, 14h ou 19h, donc 10h pour se réveiller en douceur avant les épreuves. C'est bien ça. 14h pour commencer sa sieste. Et 19h évidemment, l'apéro, on met le curling en fond avec les copains, c'est pas prise de tête. C'est pas prise de tête le curling. Tu stresses pas. T'as pas l'occasion d'être en terrasse à faire pétanque, tu restes à la maison curling. Exactement. Ouais. On rentre chez toi, bête, paf, ça. petit curling. Je pense que chez Adrien, il y aura le curling affiché dès 19h. Non? Ça dépend. On verra. Je vais bosser à ces heures-là. Bah tu vas quand même regarder le curling en fond. Ouais, bien sûr. C'est aussi un petit sport. écran en fond. Ouais. En fond curling. Oui. Et ce qui est bien chez le curling justement, c'est que c'est un sport fair play aussi parce que c'est de l'auto-arbitrage. C'est quelque chose de. Alors, il y a quand même des arbitres pour vérifier qu'il se passe pas grand-chose. C'est comme à la pétanque, on peut consulter les arbitres, mais ça reste des joueurs qui s'auto-arbitrent. Alors, je sais pas s'ils ont des maîtres comme à la pétanque parce que je pense que c'est l'arbitre qui a le maître. L'arbitre doit avoir le maître. Comme à la pétanque. Alors, par contre, il faut des maîtres spéciaux quand même. Ouais, c'est grosses. Enfin, c'est plus les petites boules là, c'est des très grosses pierres. Mais ouais, non, voilà, c'est de l'auto-arbitrage. Et voilà, moi, en tout cas, je vais suivre le curling. Cette année, je vais suivre le curling. Vous, je sais pas. Mais tu m'as convaincu. Moi, merci. J'espère que j'ai convaincu les auditeurs. Ce qui est fort, c'est que j'étais déjà convaincu. Je fais la blague en plus souvent quand tu me dis tu suis quoi comme sport dans la vie, j'aime bien dire foot, tennis, puis des fois je rajoute curling, pétanque, fléchette, qui sont un peu la sainte trinité du sport. C'est le sport qui est pas vraiment du sport. T'as l'impression que c'est un hobby. Mais moi du coup je le dis. Je disais déjà la blague du curling. J'étais déjà fasciné. Tu m'as encore plus suivez le curling. Je parle à tous les auditeurs. Matt Hamilton, tu m'as réveillé un souvenir. Mais la classe. Non, mais quand j'ai fait mes recherches, le mec, il a la classe quand même. J'ai plus le nom de ce coureur aussi qui a bien figuré sur le Tour de France. Captain America, mais je sais plus. Quinn Simmons. Quinn Simmons, c'est ça. Et les deux, faudrait faire un. Je pense que c'est la même personne. On les a jamais vus dans la même pièce. Mais Quinn Simmons et Matt Hamilton. Je pense qu'à mon avis, l'été, il y en a un qui fait du vélo, l'autre l'hiver, l'autre fait du curling. Je pense que ça serait beau. C'est quand même énorme. Ça me donne envie de regarder, du coup. Il faut regarder. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais bon. Voilà, quoi. Mais là, tu vois, à 10h du matin, tu te lèves. Pas trop, voilà. À 10h du matin, tu te lèves, tu dis, y a rien à faire. Puis c'est comme un peu les JO d'été. T'allumes la télé. C'est l'ambiance des JO. C'est l'ambiance des JO. Tu mets des sports que tu connais pas. C'est calme, genre, je pense que c'est pas un sport où t'es prise de tête et tu stresses pas devant, donc je pense que ça peut m'apaiser. Je pense que se prendre la tête pour le curling. Oui, bien sûr. C'est aussi pour ceux qui sont peut-être un peu moins intéressés par le sport globalement et par les jeux d'hier, mais c'est t'allumes ta télé, tu tombes sur du curling, tu laisses et tu fais d'autres activités, mais la télé, t'as un truc en fond. C'est ça, c'est pour mettre un truc en fond. Voilà. Mais voilà, en tout cas, regardez le curling. Franchement, c'est vraiment génial. J'ai regardé des trucs. Hâte de croiser sur ma route et d'interviewer. Je vais en faire demain. Déjà de sportif, mais même d'un commentateur de curling. Qu'est-ce que nos confrères journalistes comment meubler en direct pendant 2h30. C'est fort. Techniquement, la technicité des commentateurs de curling. Ils arrivent très bien sur la chaîne L'équipe pour la pétanque, donc j'imagine que. Il doit avoir des anecdotes sur tout le public. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup Théo là, pour ces raisons de suivre le curling, donc qui lancera cette quinzaine olympique de Milan Cortina d'Ampezzo dès demain. Voilà. Ouais, un peu quand même, Fedeli, il faut que je tienne un tout petit peu la corde. J'ai jamais appris italien, donc je fais semblant, messieurs. On va pouvoir avancer, on va devoir aller un peu plus vite que prévu, mais on va quand même parler du reste de ce qui va nous intéresser, les têtes d'affiche et que ça soit français ou internationaux, puisque pour celles et ceux qui connaissent bien les sports d'hiver ou un peu moins, c'est l'avantage de redécouvrir ou découvrir les grands noms
que nous vous invitons à suivre, à regarder, et ceux qui ont des choses à faire et des choses à écrire. On va partir d'abord sur le pan international. On a chacun choisi autour de la table un athlète international et un athlète ou une athlète française. Baptiste, toi de ton côté, tu es parti sur un Norvégien qui s'appelle Johannes, mais on ne parlera pas de Johannes Bø, puisque pour rappel, monsieur a pris sa retraite à mon grand malheur. Lors de la dernière saison de Coupe du Monde, alors qu'il avait prétendu pouvoir aller jusqu'à ces JO 2026. Non, toi, tu allais dans une autre discipline que le biathlon. Ouais, j'ai choisi un skieur de fond, Johannes Hofsflot Klæbo. J'espère que ça se dit comme ça parce que je ne parle pas un mot de norvégien, donc ça va être compliqué. Et attention, c'est quand même là, c'est quand même du palmarès qui est quand même lourd. C'est déjà 5 médailles d'or en 2 participations aux JO en 2018 et 2022. Il a remporté toutes les épreuves des derniers championnats du monde en 2025 chez lui à Trondheim. Plus attention, plus une Coupe du Monde, plus un petit globe du sprint et plus une compétition qui s'appelle le Tour de ski. Donc je sais pas ce que c'est, mais c'est une compétition honorable en ski de fond. Et puis dans son passé, 5 globes de cristal, le vainqueur du général en 2018, 2019, 2022, 2023 et du coup 2025 comme j'ai dit juste avant. 7 petits globes de cristal avec il a gagné le classement du sprint en 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 et 2025 du coup. C'est 116 victoires en 200 départs de Coupe du Monde. Wow. Et donc son objectif cette année, messieurs, ça serait tout simplement de devenir l'athlète avec le plus de titres aux JO d'hiver devant les Norvégiens, donc Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørdalen et Bjørn Dahle, qui comptent 8 sacres chacun, donc le premier en ski de fond, le troisième aussi en ski de fond et le deuxième en biathlon. Et il pourrait sûrement le devenir alors qu'il n'a seulement que 29 ans, donc c'est relativement jeune. Il a presque encore une Olympiade derrière. Ah oui, non, voilà. Donc pourquoi pas devenir le plus grand athlète, même si c'est large vu qu'il y a tellement d'épreuves, mais pourquoi pas devenir le plus grand athlète des JO d'hiver à suivre en tout cas pendant ces JO. Ah clairement, on verra et puis on ne sera pas surpris et vous ne serez pas surpris ceux qui nous écoutent si vous entendez Klæbo. Je t'avoue que je sais pas. Gagner des titres, ça sera amplement mérité. Si je peux me permettre, je vais parler de mon athlète international. Ce qui est bien, c'est que je remarque qu'on a 3 athlètes, 3 générations autour de la trentaine pour toi, quelqu'un de plus âgé dont on va parler après pour toi Théo, et moi c'est un tout jeune. Il y a Malinin, c'est un patineur, il fait du patinage artistique en individuel, en simple messieurs. Et ce jeune homme-là, il va vivre ses premiers Jeux Olympiques. Alors sur le papier, du coup, il a pas vraiment d'histoire avec les JO, il a pas de background, vous allez me dire, mais c'est le nouveau prodige du patinage artistique. Il n'a pas été sélectionné au JO 2022 alors qu'il avait fini 2e des championnats des États-Unis, mais peut-être aussi en raison de son jeune âge, 17 ans, et peut-être que la sélection américaine n'avait pas la vision de ce fils de patineur. Il est enfant de Tatiana Malinina et Roman Skorniakov, qui sont tous deux anciens champions pour l'Ouzbékistan, exilés aux États-Unis en 98, où est né Ilya Malinin, qui a pris cette nationalité-là. Et le gamin, il est phénoménal. Il est champion du monde junior en 2022, donc dans cette période des fameux JO de Pékin auxquels il n'a pas pu aller, et il confirmera chez les grands dès l'année d'après. 4 titres de suite, dont le dernier en date en 2026 pour ce qui est du championnat des États-Unis. Et surtout, il est le double champion du monde en titre, ce petit Ilya. Et il est le premier de l'histoire à avoir réussi un quadruple axel. Vous voyez un peu la pirouette. Un axel, c'est quoi? C'est vous vous élancez sur la patinoire, vous faites un appui sur une jambe, vous pivotez, faites un tour sur vous-même et vous vous réceptionnez sur cette jambe dos. On va dire. Et lui, il arrive à faire 4 rotations sur lui-même avant d'atterrir. La vitesse d'exécution est phénoménale. C'est le seul au monde à l'avoir réussi. Et c'est le seul à encore le tenter en compétition. Il l'a encore tenté il y a très peu de temps lors du Grand Prix en décembre, qui est l'une des compétitions majeures au même titre que le Tour de ski, pour Klæbo. Et il a naturellement gagné. Et notamment, il se rattrape grâce à cette figure lorsqu'il s'agit du programme libre. Sur lequel il excelle, et il est logiquement l'archi-favori, le nouveau prodige pour succéder à son compatriote Nathan Chen, qui lui est retraité entre guillemets puisqu'il a décidé de se refuser aux Jeux Olympiques pour se concentrer sur ses études de médecine. Oh, c'est beau ça. Belle cause. Voilà, belle histoire. C'est beau.
Voilà pour mon petit gamin. Et à l'inverse, pour finir, petit Théo, gamin, personne un peu plus âgée. la doyenne. Hein. La doyenne, Je tout pense. simplement. Ça doit être pas loin d'être la doyenne. En tout cas, en nombre de Jeux Olympiques, c'est sûr. C'est fort. C'est très fort, quasiment sûr. Je vais vous parler tout simplement de Lindsey Vonn, 41 ans, la Speed Queen. Alors, est revenue la saison passée après avoir pris sa retraite en 2019. Mais malheureusement, on vient de l'apprendre dans l'après-midi, je crois en début de soirée. Elle s'est malheureusement blessé donc au ligament croisé antérieur du genou gauche, mais c'est pas ça qui va l'empêcher. Comme toi? Ouais. Ah, presque la même histoire. Ouais. Mais il manque des titres olympiques. Il manque des trucs entre temps. J'ai quelques Jeux Olympiques en moins. Je les ai suivis devant ma télé, moi. Ouais, toi tu l'as regardé? Elle le faisait. J'ai autant de Jeux Olympiques qu'elle. Mais du coup, ouais, donc elle vient de se faire les ligaments croisés antérieurs du genou gauche, mais elle va quand même participer aux Jeux donc de Milan Cortina. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. J'aime les belles histoires dans le sport et j'adore le retour de Lindsey Vonn. D'autant plus qu'elle a gagné la descente de Saint-Moritz le 12 décembre 2025 parce qu'on parle ici d'une athlète donc de descente. C'est la première championne olympique américaine de descente donc aux Jeux de 2010. Elle a également 2 médailles de bronze en Super G en 2010 et 2018, 2 championnats du monde, 20 globes, donc 4 gros globes de cristal. Donc voilà, c'est un palmarès qui est... Voilà, elle a tout gagné globalement. Elle a tout gagné. Et elle est revenue pour regagner globalement. Hein, donc voilà, elle a gagné la descente de Saint-Moritz ce 12 décembre-là avec plus d'1 seconde d'avance sur ses adversaires. À 41 ans, rendez-vous compte quand même, c'est quelque chose de très fort. Et voilà, moi je l'ai choisi parce que j'ai envie qu'elle aille chercher une médaille pour ces Jeux. J'ai envie qu'elle aille chercher une médaille avec sa blessure. Encore plus, ça ferait une histoire mais magnifique. Elle a annoncé sa blessure. Elle a annoncé en même temps que sa blessure, tout sourire de dire mais ça va rien changer à ma participation. Voilà. D'ailleurs, j'ai une citation. Elle a dit: je sais que les chances ne sont plus les mêmes qu'avant ma chute, mais tant qu'il y en aura une, je tenterai ma chance. Je trouve ça magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est pour la gagne. On parle aussi de santé. On parle un peu de santé. Hein. À prendre avec comme des pincettes. On va pas en faire des tonnes, mais elle assume. Elle le dit. Je suis au courant. C'est ma dernière. Et elle veut finir sa carrière au JO, c'est ça? Oui. Elle veut finir sur cette course. C'est ça. Ouais, c'est la descente. Ces derniers JO. En plus, c'est le site féminin donc Pardon, c'est la descente de Cortina dans Pezzo. C'est à Cortina. C'est une descente qui est sur le programme du ski alpin féminin, qu'elle connaît bien, et qu'elle adore, a priori. Donc, en plus, finir là-bas en beauté avec une médaille, ça serait magnifique. Ça serait juste magnifique pour l'histoire, pour le symbole. Comme tu dis, le retour, il est quali. C'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. Depuis 2000, elle était partie en 2019, elle revient, elle regagne, elle se reblesse. Puis là, si elle regagne, c'est juste beau, c'est trop beau. Elle se reblesse, elle se regagne. Mais c'est ça, mais c'est le sport, c'est magnifique. Ça serait cool. C'est 5e Jeux Olympiques. J'avais compté. Énorme. Elle avait dû déclarer. Ça fait 20 ans. Ouais, 2002 les premiers. Salt Lake City. Elle avait dû déclarer forfait en 2014. Pour blessure. Forfait, ouais, blessure. Oui. Et en 2018, elle a fait ses derniers. Elle a arrêté en 2019, donc 2022, elle était pas du tout au programme de Pékin. Je pense que c'est après qu'elle s'est dit, mais en fait, vu le niveau, vu la concu. Ouais, je peux le faire. Ouais, j'ai ma place. C'est très fort d'avoir une mentalité comme ça. En tout cas, c'est très fort. C'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. En tout cas, si elle le gagne, comme tu dis, le symbole sera énorme. Là, on a détaillé 3 sportifs qu'on avait choisis avant d'aborder les Français. On fait un petit étalage de quelques noms, peut-être que dont les gens peuvent entendre parler, qui sont à suivre. On parlait de ski alpin, Michaela Schifrin, la record woman du nombre de victoires en Coupe du Monde de ski alpin, l'un des plus gros palmarès de toute façon de l'histoire du ski alpin, sera l'autre américaine à suivre. Elle est plutôt sur le slalom. Lindsey Vonn sur la descente, ça sera pas trop mal. Toujours sur le ski alpin, si je prends les quelques noms que je m'étais notés, que je vous avais communiqué aussi, Marco Odermatt ou Loïc Maillard côté des Suisses, toujours en ski alpin, donc sur le géant, mais aussi sur la descente et super G pour Marco Odermatt, c'est les palmarès plus. Loïc Maillard, je crois, était passé un peu à côté de ses derniers JO. Donc il y a aussi un peu un esprit de revanche. Ouais. Puis c'est pas si loin de chez lui en plus. Oui, bah oui, ils connaissent les sites, ils connaissent les Dolomites. À mon avis, ça doit connaître là-dessus. Et nous en slalom, on parlera des Français juste après, mais en slalom, il y a aussi ce Brésilien Lucas Braten. Qui est d'origine norvégienne mais qui a pris une nationalité brésilienne, d'où un nom qui fait pas très brésilien, qui sera l'une des grosses chances en slalom masculin, et on a un certain Clément Noël on pourrait évoquer qui est sur le coup. Française, dans d'autres disciplines quand même, biathlon évidemment, que ce soit homme ou femme, les Italiens au rendez-vous. Giacomel. T'as plus peur de qui par rapport à la concurrence française, de Tommaso Giacomel, de Lisa Vitozzi ou de Dorothea Virer, qui sont les trois J'aurais plus tendance à mettre une pièce sur Giacomel quand même,
parce qu'on sait jamais. Et puis cette année, c'est vraiment l'année de la confirmation pour Tommaso Giacomelli. En fait, c'est sur les skis. Les 7 ans en ski sont en nette progression. Ah oui, non, mais il est en nette progression, bien sûr. Si le tir est là, en fait, il est intouchable. Voilà. Il sera propulsé par un truc que les autres athlètes auront pas. Il est chez lui. Il est chez lui, juste. Et je pense que il fera plus peur. Ça va le galvaniser. Voilà, parce que chez les femmes, on va pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est clairement au-dessus. Et à part gros problèmes, gros pépins, je pense pas que Lisa Vitozzi ou Dorothea Virer seraient capables d'aller chercher nos Françaises. C'est vrai. Et pour finir sur quelques autres noms dans d'autres disciplines, on aura la chinoise et la nouvelle reine du ski acrobatique depuis Pékin 2022, Eileen Gu. En ski de boss, c'est le patron chez les hommes, c'est Michael Kingsbury qui sera à surveiller, ou encore bien sûr les équipes des États-Unis, du Canada ou de Finlande en hockey sur glace, hommes ou femmes, qui seront toujours au rendez-vous. Petit point sur les Français. Et comme ça, on pourra enchaîner aussi sur le débat. J'avais une musique, je la garderai pour la fin d'émission. Pour finir dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, la joie et jovialité. Je cherchais le terme. C'est beau. Les portraits de nos Français, je reviens vers toi, Baptiste. Un nom qui fait sens, évidemment. Je m'attendais à ce que tu me proposes celui-ci. Je pense que ça va étonner personne, mais j'ai choisi Éric Perrault. Quoi ? Oh là là, non. là. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Et c'est tout simplement en ce moment le leader de la Coupe du Monde. À seulement 24 ans, il est en train d'écraser la concurrence. Il sera notamment attendu sur l'épreuve individuelle, puisqu'il a été vainqueur des championnats du monde l'année dernière à Lenzerheide en Suisse. Donc ça va vraiment être l'ultra favori côté français, puisque cette année c'est vraiment il se détache de tous ses concurrents sur le classement du gros globe, donc à voir. À voir maintenant faut la confirmation, c'est toujours la même chose, mais il faut confirmer. Et puis sur une course aux Jeux Olympiques, chaque jour est une nouvelle épreuve. Voilà, on ne sait pas que peut réserver la concurrence. Mon côté, ce sera une femme. Pardon, t'avais quelque chose à ajouter. Ah non, pas du tout. C'est gentil. Oh bah non, c'est cool. De mon côté, c'est une femme. Ça sera, je mets l'accent sur Perrine Lafont, notre skieuse spécialisée en boss, à 27 ans, qui quand même va participer à ses 4e Jeux Olympiques. Elle a que 27 ans et c'est dans cette délégation de 161, c'est un peu la doyenne en nombre de participations. Elle est l'une des taulières en tout cas. Puisqu'elle avait démarré en 2014 à Sochi à 15 ans. Je te vois faire les calculs. Je me disais, ça fait quel âge? 15 ans seulement. Elle était là. Elle est quand même la championne olympique de boss en 2018 à Pyeongchang. Et elle était l'une des favorites logiques pour se succéder en 2022 à Pékin, où elle a fini à la 4e place, puisqu'il n'y avait qu'une épreuve de boss. Très décevante. Elle a profité quand même pour se reprendre. Pause en 2023, saison quasiment blanche 2023-2024, pour mieux préparer la saison suivante avec les mondiaux 2025 et les jeux 2026 dans le viseur. Ça tombe bien, on y est. Pour ce qui est des mondiaux 2025, c'est un retour gagnant puisqu'elle a signé l'an dernier un 3e titre mondial et consécutif à Engadin ou Agandin, je sais pas comment on dit, en Suisse. Elle a fini 2e en boss parallèle et au classement général de la Coupe du Monde, seulement devancée par l'américaine Jaylene Kauf. Donc c'est vraiment très très rassurant au vu de ses résultats de l'hiver dernier, sauf qu'il y a eu un petit bémol quand même à souligner. Une blessure en décembre au genou avec une contusion osseuse, un petit coup d'arrêt, mais la reprise a été plus ou moins rassurante le 24 janvier dernier. Elle est revenue sur la Coupe d'Europe à Megève sur ses terres et elle a remporté l'épreuve là-bas. Et je la cite, elle a dit « Les sensations reviennent et c'est bien de se remettre en contexte course. On reste assez vigilant, mais pour l'instant, je me sens bien », dit Perrine Lafont. On espère en tout cas qu'elle aura assez de confiance et de niaque pour aller chercher encore au moins une médaille. En tout cas, on l'espère. Avec du coup cette année les boss, toujours au programme, mais aussi l'apparition, comme je l'ai dit, des boss parallèles. C'est l'épreuve en duel où chacun part en même temps. Et je crois qu'en plus elle est favorite aussi dans les boss parallèles. Elle est très forte aussi en parallèle. Voilà, il y en a peut-être certaines qui compensent et qui sont peut-être plus douées dans. Elle est sur le forte partout. Elle est médaillable sur les deux. Sur les deux. Donc peut-être qu'on peut au moins lui donner l'or sur l'une des deux. Et au mieux elle ferait 2 fois médaillée. Elle peut être double médaillée. Oui, ça serait excellent. Pour les Français, ça serait pas mal. Et toi, Théo, pour finir, assez rapidement. Mais moi, je crois que j'ai choisi de partir dans l'insolite.
parce que je vais vous parler d'un peu de hockey sur glace et du français Alexandre Texier, tout simplement. Le Grenoblois de 26 ans réalise un début de saison parfait en NHL avec les Canadiens de Montréal, avec 17 points inscrits cette saison. Donc les points au hockey, c'est contre les passes décisives et les buts. Donc il a fait 10 passes décisives et 7 buts, donc c'est énorme. Sachant que c'est le seul Français qui joue dans la ligue, dans la plus grande ligue de hockey au monde. Et moi, je me dis, il pourrait bien porter notre équipe de France cette année. Je le sens bien. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'en entends beaucoup trop parler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à Alexandre Texier voilà, un peu en ouvreur de cette équipe, en porte-drapeau, tu vois. En porte-étendard. Merci. Porte-drapeau, porte-étendard, c'est beau, tu vois. Mais parce que porte-drapeau, c'est une fonction qui est réservée à d'autres. Eh oui. On verra. Peut-être, alors, pour la cérémonie de clôture, peut-être. Pourquoi pas? Qui sait? Et pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, j'y crois. J'y crois, Alexandre Texier. Mais tout est possible dans le sport, hein. C'est un match. Voilà. Comme on a toujours dit, c'est un match, c'est toujours très complexe quand tu es dans un sport collectif. C'est ça. Voilà, mais nommer des personnes individuelles, c'est compliqué, mais. Ouais, on a déjà vu des sportifs quand même monter leurs équipes tout seuls, à eux tout seuls, donc c'est possible. Hein. Et j'avais noté pour Éric Perrault, c'est ses premiers entre guillemets Jeux Olympiques. Mais c'est les deuxièmes. Il était sélectionné en 2022. Pour rappel, mais il était resté remplaçant, mais il avait quand même participé à l'histoire olympique de Pékin. J'espère qu'il a aussi des bons souvenirs et pris des notes avec Quentin Fillon-Maillet qui nous avait fait la plus belle Olympiade d'un athlète français. De toute manière, il va être à suivre aussi Quentin Fillon-Maillet. Voilà. Et donc, comme Emilia Jacquelin, très rapidement, je vois le temps passe si vite, mais si on est tellement passionné par ce qu'on dit, je vais presque devoir arriver à la fin de cette émission. Je vais balayer les quelques noms. Vous, s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit, pour les autres Français à suivre pour ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan. En biathlon, on aura une armada, et notamment chez les femmes. Lou Jean Monod, Julia Simon, Justine Brezas-Boucher ne sont pas à oublier. Franchement, je reparler après on va parler vite fait de prono médailles, mais je vais en parler. Les trois, donc, sont médaillables. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, avec Éric Perrault, aussi chez les messieurs. On aura le couple, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry en patinage artistique, en danse sur glace. Guillaume Cizeron, qui est le champion olympique en titre avec Gabriela Papadakis. Depuis, il y a eu cette séparation, l'histoire du bouquin, les gros désaccords. On pourrait refaire des heures là-dessus. Théo, je sais que tu avais noté des infos, mais on va s'en passer. Mais Guillaume qui a retrouvé une partenaire, une Canadienne naturalisée française que pour ça. Ils sont champions d'Europe en titre. Ça promet. Clément Noël en slalom qui sera aussi avec Paco Rassa, un sacré aussi candidat au slalom. On aura, comme tu le disais, aussi en ski alpinisme. Du coup, j'ai noté Émilie Harop, c'est ça, une grosse chance de médaille féminine. Émilie Harop et Thibaut Anselmetz qui ont surtout une très grosse chance dans le relais mixte où ils ont gagné toutes les épreuves de relais mixte. Donc c'est la plus grosse chance de médaille en ski alpinisme. Ça tombe pour bien. les épreuves de ski alpinisme. Ça tombe bien. Il y a les 3 épreuves qui ont été choisies pour l'introduction de ce nouveau sport mettent en avant nos Français. Et aussi snowboard cross aussi, dernier mot avec Chloé Trespech et Léa Casta qui seront aussi des grosses concurrentes. Très bon. Voilà. Donc Clément Noël et Chloé Trespech, comme tu dis, qui seront nos porte-drapeaux. Très vite, parce que là c'est en une trentaine de secondes, mais pour rappel aussi, la France, le Comité national olympique sportif et français, et le ministre des Sports espèrent 21 médailles. Avec tout ça, nous notre record il est établi à 15 médailles et 5 titres, comme on a fait en 2022. Ils espèrent être dans le top 5 du classement. Ça va se jouer avec le nombre de médailles d'or où il va falloir quand même des sacrées performances de nos bleus là-dessus. Et d'ailleurs, je parlais de tout ça parce que l'équipe a fait sa petite prédiction. 27 chances de médailles. Ils comptent de leur côté 13 en or, 5 en argent, 9 en bronze. À noter que pour eux, c'est 27 médailles en ne mettant qu'un seul nom par discipline. C'est-à-dire qu'en biathlon, on peut en faire genre les 3 d'un coup. C'est ça, on peut tripler. C'est sans penser à plusieurs Français sur le même podium. Une médaille par discipline. Ouais, ça promet. Bon, ça promet. On a hâte. On a très hâte d'y être là. C'est une vitesse. Ah, c'est passé super vite là. J'espère que les jeux vont pas passer aussi vite. Je suis un peu frustré, voilà. Ouais, merci beaucoup, Théo, merci Baptiste. Avec grand plaisir. Dédié au JO de Milan Cortina d'Ampezzo. Nous, le CSC revient traditionnellement 23h minuit la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Fartez vos skis. Ouais. Ça va faire plaisir.